bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous du forum de ce jour consacré à la gestion du système de santé de notre pays. Nous parlons aujourd'hui d'une gestion intégrée. Gestion intégrée, pourquoi? Il faut dire que désormais, le ministère de la Santé n'a plus le monopole de la gestion du système de santé de notre pays. Il est créé au Bénin par décret en Conseil des ministres le 28 avril 2018. L'instance, je dirais, suprême de veille, d'orientation et de coordination en matière de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST, les IST et les épidémies. C'est le CNLSTP. Nous avons ici sur le plateau son secrétaire exécutif pour nous parler de ce conseil. Quel est son rôle, quelle est sa mission? Aujourd'hui, est-ce un nouveau ministère de la Santé qui est créé sous le régime Talon? On aura les précisions avec lui. Ce qui est sûr, c'est pour une gestion intégrée et structurante des grandes maladies et des épidémies pour plus d'efficacité dans la gestion du système de santé de notre pays. Nous avons donc sur le plateau, comme je le disais, Melchior Aïssi, le secrétaire exécutif du CNLSTP. Monsieur Aïssi, merci d'être là, docteur. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Heureuse, tout simplement, ça va. Merci. Merci d'être avec nous. Nous avons également à vos côtés Denis Daconcessao Courpotin. Il est expert en santé publique. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, madame la journaliste. Merci de nous recevoir. C'est notre devoir. Nous sommes avec quelques membres ou collaborateurs, je dirais, du secrétaire exécutif du CNLSTP, je vais y arriver, qui vont également nous donner leur avis, comment le conseil fonctionne, quel est leur rôle dans la mission qui est confiée aujourd'hui au CNLSTP. On aura leur précision. Mais d'abord, docteur Aïssi, lorsqu'on parle du CNLSTP, de quoi il s'agit concrètement? Merci, madame la journaliste. D'abord, je vous dirais que le CNLSTP n'a pas le monopole de la gestion. Le CNLSTP accompagne, entre autres, le ministère de la Santé, parce que le concept aujourd'hui santé est multiple. Quand on parle de système de santé, il n'y a pas que le ministère de la Santé. Et justement, c'est pour cela que le CNLSTP est l'organe de coordination en charge de l'orientation des grandes stratégies au niveau de tout le système de la santé, au sein duquel se retrouvent non seulement 15 ministères, mais le chef de l'État, tous les préfets des départements. Nous avons également la représentation de PTF, partenaires techniques financiers, multi et bilatéral. Nous avons une représentation de ce qu'on peut appeler les communes, sont représentées, et aussi la société civile organisée à 3 niveaux sont représentées. La société civile organisée qui s'est constituée pour la lutte contre le sida en ce qui concerne la santé des jeunes, des adolescents, des femmes. Tous ceux-là sont représentés au cœur du CNLSTP. Mais quand je dis tout cela, ce n'est pas aussi nombreux que ça. Parce que nous sommes partis d'un... Vous avez parlé tantôt de 15 ministères, je crois. J'ai parlé de 15 ministères parce que nous avons le ministère en charge du développement, qui est le premier vice-président, le ministère en charge de la santé, qui est le deuxième vice-président, et puis là, le secrétaire exécutif qui est rattaché directement au chef de l'État. Le chef de l'État est le président et les membres. Le chef de l'État a un représentant direct, une représentante au cœur du CNLSTP, et le ministère en charge du travail, le ministère en charge des affaires sociales, le ministère en charge des finances, les 3 autres ministères en charge de l'éducation, le ministère en charge de l'intérieur qui gère les populations et le ministère en charge de la décentralisation. Quand vous faites le tour de tout ça, ça fait 15 ministères qui s'asseyent. Ce n'est pas quand je dis les ministères, c'est pas, j'ai trop dit en disant ministères, ce sont les ministres même qui s'asseyent pour parler de santé unique. Donc tous les ministères qui siègent chaque fois. Ok. Chaque fois les parler de la santé. De la santé et le mode de fonctionnement de ce CNLSTP-là, c'est que c'est organisé en 2 grands compartiments. Nous avons un organe délibérant et c'est au cœur de cet organe délibérant que tout se passe, toutes les stratégies sont définies et c'est mis en œuvre par le secrétariat
que je dirige. Maintenant, Voilà. qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas un autre ministère? Parce que nous, quand on va, je vous l'ai dit la fois passée, quand on va au ministère de la Santé, on a besoin de certaines informations. On me dit non, on ne gère plus rien ici. Allez au CNLSTP. D'autant plus que vous gérez les épidémies, vous gérez le sida, la tuberculose, le paludisme. Eux-mêmes se demandent, vous gérez tout. Finalement, eux, ils gèrent quoi? Je ne sais pas, à mon humble avis, ce que vous mettez, vous journalistes, dans la gestion. OK. Nous nous accompagnons. Nous ne gérons pas parce que les programmes sont toujours au ministère et sont à l'exécutif. Nous accompagnons ces programmes-là dans leur performance programmatique et financière. Vous avez programmé une activité, est-ce que c'est fait à bonne date? C'est ce que nous surveillons. Est-ce que les financements sont consommés et c'est bien consommé? C'est ce que nous autres, nous contrôlons parce que les financements, pour la plupart, sont des financements externes. Et quand vous ne consommez pas, à terme, ça retourne, ça ne reste pas. Ça retourne au bailleur. Et ça s'est passé, et il y avait des taux de performance très bas. Et à partir de ce moment, nous avons intérêt à ce que l'enveloppe mise à disposition de chaque programme soit bien consommée. Voilà ce que nous faisons. Nous ne gérons pas, encore une fois. Mais je voudrais dire dans l'ensemble, pour éclairer une fois pour toute opinion publique, que le système de santé tel que c'est, quand on prend le ministère de la Santé, est sur 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est la promotion de la santé. Tout faire pour ne pas tomber malade. D'accord? Il y a le deuxième compartiment qui est la prise en charge de ceux qui sont malades. Et le troisième compartiment est ceux qui ont été malades une fois, comment faire pour ne pas retomber malade. Le CNLSTP se retrouve où? Le CNLSTP se retrouve sur une branche du premier compartiment. Le premier compartiment est en 2 branches. Comment faire pour ne pas être malade? D'accord? Donc, comment faire pour ne pas être malade? C'est la communication, surtout qui est la base. La communication entre les jeunes, les adolescents, la santé des jeunes, des adolescents, des femmes, la vaccination et autres. Le CNLSTP n'est pas à ce niveau. C'est le deuxième compartiment qui est le compartiment des épidémies, des endémies. Une épidémie qui dure, ça a pris corps, ça a eu domicile, ça s'appelle endémie. Et des endémies, nous connaissons ces endémies-là aujourd'hui au Bénin, que ce soit le paludisme, que ce soit la tuberculose, que ce soit le sida, que ce soit aujourd'hui les hépatites et les autres épidémies qui peuvent survenir. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui posez la question. Ça se situe dans la juste ligne du PAG, du programme d'action du gouvernement, qui a dit au niveau du pilier 3, je donnerai de meilleures conditions de vie aux populations béninoises. Meilleures conditions de vie, ça suppose également, entre autres, meilleures conditions de santé. Et qu'est-ce qui vient bousculer les meilleures conditions de vie et de santé? Ce sont les épidémies qui surviennent à tout moment où on ne sait. Donc, il faut prendre des mesures pour les accompagner et pour faire en sorte que cela ne survienne pas. Et la meilleure gestion des épidémies, c'est de savoir les prévenir. Savoir les prévenir. Mais pour vos experts en santé, avons-nous besoin de la création d'un conseil qui regroupe plusieurs ministères, je dirais tout le gouvernement carrément, pour gérer le système de santé avant d'atteindre les objectifs des ODD? Oui, Madame la journaliste, je pense que si le président de la République, Patrice Talon, a décidé cette forme de conseil, c'est parce que la réalité du terrain a montré les insuffisances de notre système de santé. Et il a voulu montrer sa volonté politique de faire en sorte qu'on puisse innover pour accompagner les différents ministères, surtout le ministère de la Santé et cette direction, à faire preuve d'un professionnalisme qui va nous permettre de pouvoir aller à l'élimination de toutes ces pathologies-là. Vous aviez tantôt parlé des insuffisances constatées aujourd'hui au niveau de notre système de santé. Mais quelles sont ces insuffisances-là? Tout à l'heure, le secrétaire exécutif vous a expliqué qu'il était nécessaire d'atteindre des performances.
Et le constat au lendemain du 6 avril 2016 a été de voir que dans la mise en œuvre, il y avait un taux très faible de mise en œuvre d'un certain nombre de programmes. Tout simplement parce qu'il y a un problème de communication entre les différentes équipes, entre les différentes directions. Il y a un problème de nécessité de travailler ensemble que les gens n'ont pas compris. Et ça, c'est parce que l'intérêt supérieur ne passe pas avant les intérêts particuliers. Et justement, la création du CNESTP a pour objectif d'accompagner le système de santé à être plus performant. Donc je peux vous dire que nous avons réussi à améliorer la mise en œuvre des programmes, la consommation des budgets mis à la disposition par les partenaires techniques et financiers qui souvent ne sont pas consommés tout simplement parce qu'il y a un problème de fonctionnement des équipes. Le secrétaire exécutif a dit tantôt quand le budget n'est pas consommé, ça retourne au bailleur. Mais est-ce qu'on peut avoir déjà des résultats concrets qui présentent déjà des efforts que vous avez eu à poser? En termes de résultats concrets, je vous dirais qu'au lendemain du 6 avril 2006, le constat sur le terrain a été fait en décembre. 2016. 2016, pour m'excuser. 2016. Et le constat sur le terrain est que tous ces trois programmes qui existaient, qui fonctionnaient presque le financement extérieur, étaient le paludisme, la tuberculose et le sida. Le programme sida était à un taux de performance tout confondu à 54 environ %. Le programme tuberculose était à 44 %. Et le programme paludisme, qui avait le financement le plus élevé, avait un taux de consommation de 3,8 % à un an de la fête. Le point fait, en décembre 2000, au 31 décembre 2017, c'est-à-dire un an après l'accompagnement, le programme paludisme est à plus de 92 % de performance, de taux de consommation. Ce n'est pas des chiffres que vous avancez là? Pas du tout. Je peux vous donner la documentation. Quels étaient les problèmes? Pour le programme paludisme, la principale activité était la distribution des moustiquaires. Et cette distribution des moustiquaires, il y avait beaucoup qui dépendaient de l'extérieur, parce que, si vous ne le savez pas, les 90 % des moustiquaires étaient payés directement de l'extérieur. Et pour payer, il y a beaucoup d'avis de non-objection à voir. Il y a la qualité. Nous-mêmes, à notre arrivée, nous avons rejeté 2 types. Parce que on nous a présenté des types de moustiquaires où, je vous dirais, même si vous m'excusez le terme, les moustiques étaient à 80 km/h pouvaient passer dans les mailles. Donc il a fallu qu'on s'assied pour voir le choix qu'il faut avant d'accepter. Et ça dit que nous avons maintenant les moustiquaires distribués lors de l'opération passée sont des moustiquaires de qualité. Je peux vous assurer que ce sont les meilleures qualités que nous avons pu, en tout cas la commission a pu accepter. Et si ça a eu un peu de problème, parce que c'est la première fois qu'une distribution s'est faite en 2 temps, ça a créé des problèmes, c'est parce que les fournisseurs qui n'étaient des fournisseurs extérieurs, parce que c'est fait sur la plateforme du Fonds mondial, n'ont pas pu honorer leurs engagements à temps. Donc il y a un lot qui est arrivé alors que la saison des pluies avait bien commencé, et l'autre lot est arrivé par la suite. Donc c'est la principale activité qui a pu faire booster les choses. Mais il y a beaucoup d'autres choses, il n'y a pas que ça. On a dépassé les 82%. Au niveau du programme tuberculose, nous avons dépassé les 95%. Le programme SIDA a pu atteindre pratiquement les 99%.
vous aurez les chiffres, enfin les données, tout, si vous voulez, c'est là, c'est dans nos rapports aujourd'hui, voilà ce que l'accompagnement a pu faire. Parce que nous avons levé beaucoup de goulons d'étranglement, et même avec les bailleurs, et même avec les programmes sur le terrain. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été les premiers pays, nous avons été le tout premier pays à pouvoir signer un nouvel engagement avec le Fonds mondial pour le cycle 2018-2020. Parce que notre intervention, le Fonds mondial n'a pas pu percevoir très tôt, mais à un moment donné a dû accepter. On va en venir tout à l'heure, d'autant plus qu'il y a même par rapport au Fonds mondial, il y a eu un problème et tout, on ne va pas quitter ce plateau sans l'aborder. Mais vous, experts en santé, tout ça, c'est bien, c'est beau. Quels seront les attentes ou les objectifs qui seront, je dirais, les objectifs atteints? Est-ce que ces objectifs seront réellement atteints lorsqu'on sera peut-être sous un autre régime qui va peut-être créer un CNLS TTPP, peut-être parce que c'était un CNLS, devenu CNLS TP sous le régime Patrice Talon? Je voudrais vous rassurer que si ces objectifs ont été atteints, s'il y a eu une augmentation du taux de réalisation, c'est tout simplement parce que le président de la République a pris son bâton de pèlerin en lien étroit avec le CNLSTP pour négocier avec les partenaires techniques et financiers, aussi bien ceux qui sont présents sur le territoire national que ceux qui sont à l'extérieur, pour qu'on puisse récupérer des fonds énormes qui étaient perdus pour le Bénin à cause de la non-utilisation. Et la récupération de ces fonds-là ont permis au CNLSTP de mettre en place, à travers l'instance nationale de coordination des projets et financements extérieurs, un plan d'action et un accompagnement permettant aux différents programmes de réaliser tout ce qui peut être fait pour permettre l'accès du plus grand nombre aux bénéfices de ces projets. Et justement, ça nous a permis de pouvoir donc consommer ces budgets et sur le trésor public, en Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit pour que des fonds soient débloqués pour montrer qu'on n'attend pas seulement de l'extérieur, on a besoin de l'appui des partenaires techniques et financiers, mais que l'État béninois mettait des fonds du trésor public à disposition parce que c'est une priorité pour le gouvernement de pouvoir avoir une population en bonne santé, ce qui est symbole du développement, qui est la garantie pour pouvoir avoir une économie solide, surtout quand on sait que notre économie est complètement à terre et on est en train d'assainir les circuits pour pouvoir redorer le blason de cette économie-là qui ne peut pas toujours dépendre de l'extérieur. Donc il faut pour cela une prise de conscience. Et cette prise de conscience fait appel à un certain professionnalisme, un respect des différences, une complémentarité entre les différents acteurs. Et tout ceci ne peut pas être réussi si la société civile n'est pas impliquée. Le secteur communautaire. On va y revenir. Voilà. Je vais juste demander, dans cette ordre d'idée, de demander aux populations de suivre ce reportage réalisé par Ricard Bankoto qui nous présente le lien qu'il y a entre la santé et l'économie d'une nation. On suit, on revient. Comme tous les enjeux du développement durable, l'économie et la santé sont liés et interdépendants. La santé est consubstantielle au développement. Elle s'impose comme un levier majeur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Nous sommes un pays pauvre, très endetté, PPTE. Une grande partie de notre dette vient de la malgestion de notre santé. Donc il y a une interdépendance intense entre santé et économie. Nous nous stressons à longueur de journée, nous mangeons mal, nous ne bougeons pas, ce qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires et du diabète. La pollution atmosphérique, les maladies respiratoires chroniques, les gaz d'échappement des moteurs diesel, les particules fines très cancérigènes, les poussières industrielles très cancérigènes. C'est autant d'éléments qui nous coûtent plus que notre budget national. Donc, la mauvaise gestion de notre santé entraîne une vraie saignée
financière et une vraie saignée humaine. La santé peut être à l'origine de ralentissements économiques considérables. Pour exemple, l'épidémie de paludisme dans des pays endémiques africains a provoqué un ralentissement de la croissance économique allant jusqu'à 1,3% par an. Je veux parler, premièrement, des maladies cardiovasculaires, des maladies du cœur et des vaisseaux. Deuxièmement, du diabète. Troisièmement, des maladies respiratoires chroniques. Et quatrièmement, des cancers. Ces 4 groupes de maladies nous coûtent, et ça, c'est le constat du Forum économique mondial, la séance de 2011. L'estimation est que le coût pour chaque pays à faible ou moyen revenu est de l'ordre de 1500 milliards de francs CFA. 1500 milliards de francs CFA. Ce qui excède, si ma mémoire est bonne, notre budget national. Et là, nous ne parlons même pas des maladies transmissibles. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS intitulé Macroéconomie et santé, investir dans la santé pour le développement économique, un accroissement annuel de 66 milliards de dollars des investissements en santé pour les plus pauvres permettrait non seulement de sauver 8 millions de vies chaque année, mais aussi de bénéficier d'énormes retombées sur le plan économique. 360 milliards de dollars, soit un retour sur investissement 6 fois plus important. Plutôt que de parler de croissance, on devrait parler de croissance de la qualité de vie. C'est ça qui peut générer une croissance durable. Sinon, on a ce qu'on appelle une croissance ponctuelle qui ne profite que à certaines poches, mais pas à l'ensemble des poches, pas à l'ensemble de la population. Il est possible, avec un investissement, je réduis les proportions, de 1000 francs, de faire un gain de 9000 francs et de sauver 9 vies humaines. Mais c'est une question de gestion. Parce que la bonne gestion de la santé ou de la machine humaine et de l'environnement est une véritable industrie. Une meilleure santé constitue un élément fondamental de développement et point n'est besoin d'instrumentaliser la santé pour rétablir sa valeur. Une bonne santé contribue à stimuler la croissance économique. Et voilà, docteur Haïssi, votre avis sur ce reportage? Non, mais je crois que docteur Yaoussi a tout dit. Et c'est justement ce que nous appliquons. On dirait qu'il était au moment, à ce moment-là, où le programme était conçu avec, par le président Talon, Patrice, chef de l'État. La santé aujourd'hui est un organe économique. Et quand on donne de meilleures conditions de vie et de santé, les populations se sentiraient plus à l'aise pour une meilleure productivité. Donc la production individuelle augmente, la production collective augmente et la production de la nation augmente. C'est le PIB qui augmente, c'est la croissance qui augmente. Mais dans ce cas, c'est trop littéraire, c'est l'ivresse. Et c'est justement à cause de cela que le CNSTP est bien pensé pour qu'on pense d'abord de la croissance de la qualité de vie. Et c'est pour accompagner la qualité de vie que vous avez vu tous ces ministères. Je vais vous donner un tout petit exemple. Chaque année, à Cotonou, tout au moins, vous avez une épidémie de choléra. Ouais. D'accord? Est-ce que vous avez entendu parler l'année dernière? Et pourtant, il a eu 15 cas de choléra. C'est parce que le système de santé, aujourd'hui accompagné, où nous allons développer un grand volet communautaire, a un meilleur système d'alerte. Et dès que ça survient, nous étouffons dans l'œuf.
En quoi faisant? Une meilleure prise en charge tout de suite et l'entourage en même temps. Des centres de santé privés peuvent en témoigner. Dès que l'information est passée, il y a l'apport en médicaments, en tout ce qu'il faut pour aller s'y construire. Mais ce n'est que la prise en charge. Retenons que une épidémie se gère beaucoup plus en tenant compte du cadre de vie, en tenant compte de la formation, de l'information des populations. Ça fait les 80% de la gestion d'une épidémie dans la prévention. Si les gens sont bien informés, sont bien formés et que le cadre de vie est assaini, et on fait tout pour que le cadre de vie soit bien, nous nous éloignons des épidémies. Pour laquelle les gens On ne pourra pas éliminer les maladies à potentiel épidémique, mais pourtant, dès qu'elles surviennent, on peut aller les étouffer. Et c'est pourquoi vous avez vu toute cette multisectorialité au niveau du CNLSTP et que tout le monde s'asseye pour parler. Le ministère en cadre de vie est un élément capital pour le CNLSTP. Nous n'avons pas la prétention de... La santé, l'environnement. Absolument, il y a la santé environnementale. Bien sûr. Ce qui a bousculé les populations africaines dans les 10 dernières années, c'est parti beaucoup plus de la santé animale. Les fièvres hémorragiques virales, c'est beaucoup plus parce que nous ignorons. Aujourd'hui, le ministère en charge du développement, le ministère en charge de l'élevage siège et nous discutons pour voir qu'est-ce qu'il faut au corps du CNSPP. Il doit avoir cette dimension multisectorielle de la santé pour donner une croissance avérée au cadre de vie, à la qualité de vie des concitoyens que nous sommes. D'accord. Je vais remettre le micro, c'est parce qu'elle l'a déjà. Chef département surveillance épidémiologie. Merci Madame la journaliste. Je suis docteur Batossi Padonou Geneviève. Je suis pédiatre, médecin santé publique spécialisé en qualité des soins et responsable du département surveillance épidémiologique et suivi évaluation au CNLSTP. Alors comment vous fonctionnez? Comment le travail se fait à votre niveau? Et comme vous le savez, le SECNLSTP est une institution qui a un organigramme. Et dans son organigramme, il y a sur tout ce que le secrétaire exécutif a déjà dit. Il y a 3 départements et je suis la responsable du département surveillance épidémiologique. Donc, mon département s'occupe de la coordination. Nous ne sommes pas une structure de mise en œuvre, nous sommes une structure de coordination. Donc, la coordination de l'élaboration de tout ce qui est plan stratégique, de tout ce qui est programme au niveau des différentes maladies et des thématiques dont s'occupe le CNLSTP. Nous sommes là également pour suivre tout ce qui se fait au niveau des différents programmes parce que le CNLSTP non seulement coordonne, mais a le devoir de suivre toutes les activités et interventions qui se font au niveau des différents programmes. Et aussi, nous servons de liaison entre les différents démembrements du CNLSTP au niveau des départements et des communes. Donc, voilà, si je comprends bien, vous n'êtes pas sur le terrain? Pas du tout. Nous sommes là pour accompagner, comme on l'a dit, et pour coordonner et suivre et évaluer tout ce qui se fait sur le terrain, notamment au niveau des activités, des programmes, au niveau des interventions des programmes, voir si la qualité y est. Et également, nous sommes tenus de nous occuper de l'approvisionnement, de la qualité de l'approvisionnement de tout ce qui est médicaments, intrants, ainsi de suite, au niveau de tous les programmes qui sont sous le SECNLSTP. En gros, voilà ce dont s'occupe le département de la surveillance épidémiologique et suivi évaluation. Merci beaucoup. Remettez le micro ou pas. Ou est-ce un jeune, on a l'habitude de la voir lui sur le plateau, on va passer. Docteur, présentez-vous. Okay, merci, madame. Et je suis Idriss Soumounira Toumamansani, sociologue, et chargée des ressources humaines au SCNLSTP. Vous avez suivi ce qu'ils ont dit, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai suivi l'élément et je crois que le CNLSTP, tel que ça fonctionne aujourd'hui, est en phase avec l'élément que nous venons de voir. Parce que nous sommes confrontés à une difficulté qui est l'amenuisement des ressources.
d'amenuisement des ressources. Et nous devons fonctionner de façon efficiente afin que les ressources soient utilisées rationnellement. Donc, je crois que c'est dans ce but qu'on a intégré toutes ces maladies pour assurer une visibilité des interventions. Le CNLSTP n'est pas à l'exécutif. Nous définissons les stratégies, nous donnons les orientations. Et les programmes sont au ministère et ils mettent en œuvre les activités au niveau opérationnel. Et parlant des maladies, je me demande pourquoi avoir choisi ces maladies-là, les épidémies, hépatite, palu, sida, pourquoi ces cibles-là? Oui, madame la journaliste, je l'ai dit parce que tantôt. Ce n'est pas ce dont, ou bien ce n'est pas de toutes ces maladies-là que nous souffrons. Au Bénin, on en souffre d'autres maladies. Oui. Il faut comprendre que c'est ce qui sévit le plus dans notre pays. C'est toujours lié au pilier 3. Je donnerai de meilleures conditions de vie aux populations. D'accord? Meilleures conditions de vie, ça suppose que rien ne vienne vous perturber. Que rien n'arrive vous perturber. Et qu'est-ce qui vient perturber les conditions de vie? Ce sont les épidémies, ce sont les catastrophes. Les catastrophes liées aux hommes d'abord. C'est les conflits armés, ce sont les agressions. Vous avez vu tout ce qui a été fait dans ce domaine et récemment la création d'une unité spécifique pour s'occuper du terrorisme. C'est pour mettre les populations à l'aise. Et dans le domaine de la santé, s'il n'y a que les épidémies qui arrivent et qui viennent tout perturber. On s'est attaqué, le président Talon a voulu bien s'attaquer à cela pour mettre à l'abri les populations de ces épidémies-là. Et dans ces épidémies, on en a cité, parce qu'on les connaît, eux. On les connaît, elles, plutôt. Ces épidémies, que ce soit le sida, que ce soit le paludisme, que ce soit la tuberculose et les hépatites, sont toutes des endémies qui sont connues, dont certaines populations qui peuvent être des populations qui peuvent transmettre, qui hébergent, peuvent être mieux encadrés pour que ça n'atteigne pas la population. Je ne sais pas si vous le comprenez. C'est justement à cause de cela, comme ils sont connus, et on peut mieux encadrer, il y a eu un focus sur ces maladies-là, pour que cela ne vienne pas perturber et que ça s'éclore comme une épidémie, d'accord? Parce que si vous voulez lutter contre les incendies chez vous, il faut tout faire pour faire très attention à tout ce qui est étincelle. D'accord. Donc ces populations-là peuvent contaminer les autres. C'est pourquoi il y a un focus dessus, un programme qui existe déjà. Et on en dit, et les épidémies. Donc nous nous préparons pour la prise en charge de tout ce qui est épidémie, j'ai dit tantôt, pour mieux gérer, pour mieux prendre en charge les épidémies, il faut nous préparer à les prévenir. Et nous préparer à les prévenir, ce sont les informations, ce sont les actions de communication dont le CNSTP définit seulement l'encadrement qu'il faille, c'est-à-dire la technologie nécessaire pour y aller, l'accompagnement qu'il faut au programme, et on leur fait tout pour trouver les moyens. nécessaires. Et parlons de ces moyens, on a eu la situation avec le Fonds mondial. Comment est-ce que le CNLSTP n'était pas au cœur des activités en ce temps, ou comment ça s'est passé pour qu'on en arrive à cela? La situation dont vous évoquez avec le Fonds mondial, tel que ce qui se passait auparavant, l'État central n'avait pas un œil sur les transactions entre le Fonds mondial et les populations et les programmes. Même les activités, il n'y avait pas une certaine traçabilité parce qu'il n'y a pas de rapport. Et tout est lié à des constants de circonstances. On a dit tantôt en 2016, où le président Talon est arrivé, il a été confronté à ce qu'on lui dise. Le Fonds mondial qui avait en charge ces programmes-là dit, moi, je n'investis un seul sou au Bénin si les dépenses non éligibles qui font en sorte qu'on parle de fonds remboursables ne sont pas remboursés.
C'est-à-dire que le Bénin devait depuis 2014, c'est de longue date, de l'argent au Fonds mondial. Et comment? Il y a ce qu'on appelle, si certaines dépenses ne sont pas acceptées au niveau du Fonds mondial, les États remboursent. Donc le Bénin était dans ce schéma, il s'était cumulé. Et vous arrivez à un moment où on dit, on ne vous donne pas un seul si vous devez rembourser. Ça veut dire, mais comment ça se passe? Ministère de la Santé, expliquez-nous. Ministère de la Santé dit, je ne sais pas. C'est au niveau des programmes. Comment se font les translations? C'est direct et programme Fonds mondial qui vient de Genève. Et c'est des milliards au bas mot chaque mois. Au bas mot. Aucun pays ne peut accepter ça. Enfin, le Bénin en tout cas, aujourd'hui ne pourra pas accepter cela. C'est à ce moment qu'il y a eu la réforme au niveau de ce qu'on a appelé en temps le CNCO, le Conseil national d'orientation du Fonds mondial, en INC, Instance nationale de coordination pour le Fonds mondial. Et ce CNCO regroupait 54 membres. Le Bénin a bien voulu réformer en respectant leur statut, a ramené à 19. Et au quotidien, le chef de l'État en a pris la présidence pour dire, je veux comprendre, parce que ce n'est pas normal qu'on nous parle en même temps de suivre nos programmes, de la performance, et qu'il y a beaucoup d'argent qui soit injecté et qui passe directement dans ces programmes. Ce n'est pas qu'ils viennent diriger. Moi, je suis le président délégué. Mais il a besoin de compte rendu. Et c'est à ce moment que nous nous sommes rendus compte que les programmes avaient une certaine habitude qui font qu'il doit y avoir transaction directe entre les programmes et quand il y a remboursement, on dit que c'est l'État. Le président Talon a dû, en une communication au Conseil des ministres, rembourser. Je ne vous dirai pas le mot. Rembourser tout pour couture. Maintenant, quand il dit, je veux réformer, on lui dit non, vous ne pouvez pas réformer. Et pendant ce temps, il y avait un autre programme qui était là, qui était pour le renforcement du système de santé, PRPSS, sur lequel il y avait, sur 3 années avec déjà extension, il y avait beaucoup de ressources dessus. On dit, bon, je veux faire ce qu'on appelle dans le jargon la reprogrammation. On lui dit non, vous ne pouvez pas. C'est à ce moment que je vais faire simple pour dire, si vous ne pouvez pas, si vous voulez vraiment nous aider, si vous voulez vraiment nous accompagner, restez dans notre dynamique, pas pour faire autre chose, mais pour mieux accompagner. Donc mais là, vous ne pouvez pas se susciter à nous. Le Fonds mondial accompagne toujours le Fonds mondial accompagne parce que tout ce qui se fait là, ce n'est pas avec le président, ce n'est pas avec le chef, je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi le président délégué. Ça se fait avec un autre organe qu'on appelle INC. Mais plus directement avec les programmes. Les programmes siègent. Okay. Et tout le monde siège. Il n'y a plus tous ces ministères, mais le secteur public a 9 membres, le secteur privé a 9 membres, et les partenaires techniques et financiers ont 3 membres. Bilatéral, multilatéral, et l'OMS est d'office parce qu'on parle de maladies. Et c'est à ce niveau-là que les décisions sont prises. Mais aujourd'hui, voilà ce qui a amené un peu la crise. Mais ils ont accompagné, je vous dis, je ne vends aucun secret pour dire, notre modèle maintenant est en train d'être copié. Nous avons été même primés la dernière fois par rapport à ce modèle, parce que au-delà du Fonds mondial, il vous a dit... Et c'est à l'actif du CNLSTP. C'est à l'actif du CNLSTP. Mais comment, aujourd'hui, est-ce qu'on a assez de fonds pour la gestion des catastrophes dans notre pays? Nous ne gérons pas tout ce qui est catastrophe. Nous gérons ce qu'on peut appeler les catastrophes médicales. Oui, d'accord, oui, tout à fait. Les épidémies. Bien sûr. Nous ne pouvons pas dire que nous avons tout l'argent parce que le mode de financement du Fonds mondial a changé. Avant, vous postulez par rapport à vos besoins et on vous donne. Si vous êtes éligible, on vous donne. Maintenant, il en a appelé l'enveloppe allouée au pays. Nous avons été victimes par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'on était arrivé à un moment où les consommations n'étaient pas au top niveau. Le Fonds mondial tient compte des consommations antérieures à mi-parcours pour planifier l'enveloppe pour la section à venir, c'est-à-dire 2020, 2018-2020. Nous avons été victimes de ça, ce qui fait que c'est des enveloppes allouées à chaque programme. Nous avons tout fait, ce n'est pas suffisant pour mettre le focus sur plus de 80% de ces ressources, ces enveloppes-là, aux populations clés. Je veux parler des PVV, les ARV, les intrants des ARV, les réactifs
et les maladies, les médicaments pour les maladies opportunistes. Nous avons mis un focus dessus. Pour la tuberculose, un focus sur tout ce qui est réactif, tout ce qui est appareil surtout, pour vite faire le diagnostic et une partie, la prise en charge là-bas c'est gratuit, je veux dire, mais pas pour le bilan de suivi. Il y a un gap là et il y a un gap énorme parce que vous avez les tuberculoses, sont souvent des gens qui sont des démunis. Nous n'avons pas encore couvert ce domaine. Mais pour le paludisme, vous savez, nous avons pu garantir le maximum pour que... Les activités ont repris? Les activités n'étaient pas suspendues. Ah, OK. Les activités étaient toujours en cours. Donc voilà, c'est une question d'enveloppe allouée. Nous sommes restés dans cette enveloppe-là. Mais au-delà de ce qui se fait, c'est que cette année, avec le Fonds mondial, nos relations, nos très bonnes relations avec le Fonds mondial aujourd'hui, ont fait que ce jour où je vous parle, il y a une soumission qui va être déposée avant 0 heure pour nous renforcer le système de santé. Surtout l'aspect communautaire dont on n'a pas parlé, qui est le socle même de la surveillance épidémiologique. Parce que si dans nos communautés, nos élus locaux sont associés, nous avons pu avoir de ce qu'on appelle des relais pour observer au niveau communautaire le système d'alerte. Nous pouvons être vite informés et en matière d'épidémie, c'est le temps qui compte. Vite vous avez l'information, mieux vous pouvez arriver à circonscrire l'épidémie, mieux vous pouvez arriver à faire taire les épidémies et ça ne va pas atteindre la population. Non, est-ce à dire qu'on n'aura plus des cas? Ben, c'est le souhait en fait. C'est le souhait. Des catastrophes du genre, pas plus de Lassa, plus d'Ebola, plus de choléra dans notre pays grâce au CNLSTP? Je peux vous rassurer que nous sommes face à une population qui vit dans une grande précarité. Et l'objectif du CNLSTP aujourd'hui, c'est de mettre un accent particulier sur la prévention, sur la sensibilisation à une hygiène de vie saine, sur la bonne utilisation des préservatifs quand on les met à disposition pour prévenir les infections sexuellement transmissibles, le sida et autres, pour faire en sorte que l'utilisation des moustiquaires soit vraiment bien utilisée. Et par rapport aux catastrophes Lassa et tout ça, il y a une équipe de veille qui va être mise en place et qui existe déjà, mais qui est en train d'être organisée pour pouvoir répondre efficacement aux besoins de terrain. Donc je pense que nous essayons de faire en sorte que les différents programmes comprennent que nous sommes dans un soutien, nous sommes dans un accompagnement à mieux faire. Il ne faut pas qu'ils prennent cela comme un ministère bis, mais c'est vraiment un accompagnement. Ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Non, du tout, parce que nous essayons d'être vraiment complémentaires. Et cela facilitera, bien sûr, une prise en charge précoce de tous les patients en cas de besoin. Donc, nous allons continuer à communiquer pour qu'ils puissent savoir que nous avons tous intérêt à faire en sorte que le travail puisse se passer le mieux possible, pour la satisfaction surtout des patients, d'une part, et la bonne utilisation du plateau technique que le gouvernement est en train d'améliorer dans toutes nos structures de soins. Voilà, alors, docteur Rinson, Madame Rinson, présentez-vous. Oui, voilà, oui. Présentez-vous. Je suis juste Madame Rinson Fidélia et je suis au niveau du service de surveillance épidémiologique. Un peu comme docteur Batossi. Je suis dans le département du docteur Batossi, mais ici c'est un service plutôt. Oui. Donc bon, vous avez quelque chose à ajouter à ce qui est dit là? Non, il faut juste, moi je mettrai l'accent sur la surveillance épidémiologique qui aujourd'hui dans la vision doit être une surveillance intégrée. Et une surveillance intégrée avec quelques approches spécifiques dont la réponse communautaire, la surveillance à base communautaire qui est aujourd'hui, disons, une priorité pour le CNLSTP. Le SECNLSTP en parlait tout à l'heure. Comment donner l'information, comment est-ce que chaque Béninois puisse avoir accès à l'information, à la bonne information en ce qui concerne sa santé. Et il abordait tout à l'heure le lien
à faire avec les relais communautaires. Sur ce qu'il a dit, mais, oui, mais vous n'êtes pas médecin, mais avec justement, j'aborde les points essentiels pour moi, qui ne sont pas des points médicaux. Bien sûr, mais voilà. À suivre le secrétaire exécutif, tout ce qui est dit là, c'est bon, mais selon vous, ça se sent déjà au niveau, sur le terrain? Toutes ces actions menées, même si ce n'est pas dans la pratique, ça se sent déjà sur le terrain? Ben, vous me permettrez d'aborder la réponse communautaire qui est vraiment importante pour moi parce que je ne suis pas médecin. Et j'en viens en fait à une réponse à votre question. Est-ce que ça se sent sur le terrain? Mon vécu personnel, c'est par rapport à l'épidémie de Lassa passée, l'épidémie de novembre à janvier 2018. Où quand même la gestion faite a été avec l'accompagnement du CNLSTP, les acteurs à la revue après action ont quand même témoigné de l'efficacité au niveau de tous les acteurs en ce qui concerne la riposte à cette épidémie. Et je pense que l'important pour nous, en tant que CNLSTP, c'est d'accompagner non seulement le ministère de la Santé, parce que quand on parle des épidémies, nous sommes vraiment dans le One Health. C'est une seule santé. Donc, on a la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale qui constituent pour nous des priorités dans la gestion des épidémies. Et tout cela pour répondre ou pour accompagner efficacement, nous pensons que l'approche communautaire doit être réellement développée. Et par rapport à cette approche communautaire, quelles sont les dispositions prises au niveau du CNLSTP? Actuellement, nous sommes en train de lancer une étude pour revoir le dispositif communautaire que nous avons, parce que le ministère de la Santé avait une approche communautaire et qu'il faille pour l'observance 36 000 agents communautaires pour animer ce dispositif, ce qui nous paraît un peu lourd, un peu cher également, et la rémunération n'est pas pour nous au niveau du CNSTP à la hauteur. Quand on parle de 20 000 francs par trimestre pour rémunérer quelqu'un comme remède, c'est un système d'alerte pour nous, ça pose problème. Le jour où on aura besoin de lui, on ne sera pas sur place. C'est pourquoi nous avons lancé une étude pour voir si on ne peut pas spécifier et professionnaliser les gens sur place en tenant compte du fait de leur cahier de charges qui seront sur toutes les maladies en même temps, mais qui peut être sédentarisé et dans la rémunération pour ne pas être tenté d'aller ailleurs. Et leur donner une zone donnée avec les élus locaux pour que tout ce qu'ils voient au quotidien puisse être relayé. Et en cela, il y a une étude qui est lancée, je crois, déjà, et on verra les conclusions parce que nous, c'est le domaine encore du rêve. La réalité, c'est l'étude qui va nous dire ça avec les communautaires. Mais nous ne souhaiterons pas que ça soit seulement au niveau central que cela soit fait, que ça soit pris en compte par la suite par les élus locaux, par les mairies, qu'on puisse adjoindre ça au niveau des, que ce soit les mairies qui gèrent et que nous aurons les résultats. Là, ça pourra être périn. D'accord. Et parlons du fonctionnement, de la manière dont vous procédez pour obtenir les financements de l'étranger. Comment vous procédez? Actuellement, il y a un département qui s'occupe de cela. Ça s'appelle le département de la coordination des projets et programmes sous financement extérieur. Tous les projets, on vous a dit tout à l'heure, quand c'est élaboré, quand c'est soumis à financement et que nous trouvons le financement, ça se loge quelque part. À chaque fois que ça soit sur les plateformes au niveau international ou les PTF au niveau national, nous suscitons des projets à financement. Et quand c'est trouvé, nous les encadrons. Et comme le département de suivi et évaluation l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la mise en œuvre, nous sommes dans l'accompagnement. Mais cet accompagnement-là suppose aussi le suivi désormais. Nous descendons sur le terrain pour le suivi. Parce qu'à Nord-Saint, il y a un département qui n'a pas, un service qui n'est pas encore complètement mis en forme. C'est le service d'auditeur interne qui va au quotidien auditer tout ce qui se passe sur le terrain pour que nous ne soyons plus à un niveau donné pour venir déplorer. Il s'est passé quelque chose, comme vous avez annoncé tantôt,
mais que tout soit documenté, tout soit suivi pour que, si c'est possible de rectifier, il faut rectifier sur le terrain que de venir évaluer et de déplorer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, le docteur Aïssi Melchior, secrétaire exécutif du CNLSTP. Monsieur Daconcé-Sao, un mot pour terminer. Merci, madame. Je voudrais vous remercier pour ce plateau qui nous a permis d'échanger un peu sur les grands objectifs et le rôle du CNLSTP dans le système de santé. Et je voudrais inviter les différents acteurs de santé à participer activement à ce mouvement de restauration de notre système sanitaire. Nous connaissons leurs compétences. Ils font beaucoup dans des conditions pas toujours favorables, mais le gouvernement en est conscient et se bat pour améliorer ces conditions, pour que le travail puisse se faire le mieux possible au bénéfice des patients, pour que l'accès aux soins devienne une réalité, quelle que soit l'origine du patient qu'on a en face de nous. Et aux soins de qualité. Docteur, pour terminer. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez, pour dire que le CNSTP se sent très bien dans ce qu'il fait et va sûrement et très certainement très bientôt dans l'intégration de tous ces programmes que vous venez d'entendre, parce que c'est aussi en cours, va vers une cartographie des interventions des intervenants au niveau du système de santé national, ce qui fait qu'il y aura bientôt la création d'un portail unique. Ce qui fait que, quel qu'en soit là où vous vous situez, vous appuyez sur ce portail, vous verrez telle intervention dans telle localité pour mieux comprendre la couverture en matière de population. La gestion, également, on vous l'a dit, il y a beaucoup de programmes qui sont en cours, ça va être la digitalisation, ça va être le numérique désormais, pour qu'il n'y ait plus de problèmes sur la traçabilité des intrants que nous utilisons et qu'il n'y ait plus de doublons également en ce qui concerne la prestation des services pour qu'on soit à court de moyens à des moments donnés. On nous parlera plus certainement de rupture. Je vous remercie. On espère. Merci beaucoup. Merci, docteur Melchior Aïssi, secrétaire exécutif du CNLSTP, et Denis Daconcé-Sao, co-porteur, expert en santé publique. Avec vous, on a compris aujourd'hui le rôle du CNLSTP, on a compris comment vous fonctionnez, surtout pour un système de surveillance épidémiologique et pour assurer, lorsqu'on parle de la dimension multisectorielle de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST, les épidémies. C'est beaucoup, mais c'est tout sauf un ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, ils sont là pour accompagner le ministère de la Santé qui doit désormais être beaucoup plus sur le terrain. Eux, ils sont dans la recherche du financement et du suivi et évaluation. Merci. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour le forum de ce jour consacré à cette nouvelle stratégie adoptée par le Bénin pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Merci. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.